continue sur I. Et puis, A appartient à I. Je prends un élément A de I. Et du coup, je vais définir une fonction que je peux appeler G, qui va de I vers R, qui à chaque X associe l'intégrale de A à X de f de t dt. D'accord? Donc, cette fonction-là, si je fais f admet une primitive grand F, que j'appelle grand F, et donc quand je vais calculer g de x, et bien ça va être l'intégrale de a à x de f de t dt, et ça va être f de t, comme ça c'est une primitive, comme grand F c'est une primitive de petit f, ça va être grand F de t à prendre entre a et x. Donc ça va être grand F de x moins grand F de a. On est d'accord? Alors d'abord, quand je fais g' de x, je vais trouver f' de x moins quoi? Qui peut me dire la suite? Quand je dérive g, ça fait g' de x est égal à f' de x moins f' de a. Oui, qui peut dire autre chose? Non, c'est pas moins f' de a. C'est parce que ça, c'est une constante. Et donc la dérivée d'une constante, c'est quoi? C'est 0. Donc c'est 0, c'est pas f' de a. Et du coup, ça va donner, comme grand F est une primitive de petit f, et bien tout simplement, ça va donner f de x. Et donc ça veut dire que g est une primitive de petit f. Ça va, tout le monde est d'accord avec ça? Et puis après, si je calcule g de a, et bien ça va me donner f de a moins f de a, et ça donne 0. Donc la fonction que je définis ici, de cette manière-là, que je définis par une intégrale, et bien tout simplement, c'est une primitive de petit f, mais c'est la primitive particulière qui, pour a, va donner 0. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Le changement de variable. Et bien tout simplement, des fois, vous arrivez à une intégrale et vous trouvez cette intégrale sous la forme l'intégrale, enfin vous avez i, qui est égal à l'intégrale de alpha jusqu'à bêta, de f de phi de t. Ça veut dire que vous avez votre fonction qui est sous forme d'une composition multipliée par phi' de t fois dt. Des fois, vous arrivez à reconnaître ça sur une intégrale. Vous voyez qu'il y a déjà une fonction qui est composée, et puis après, il y a des t, et puis il y a quelque chose qui peut être la dérivée de cette fonction. Voilà. Soit on l'observe tout seul, soit on vous force pour l'observer. On vous dit, tiens, ici, il y a telle chose que vous pouvez remplacer. Et donc quand vous avez ce type de situation, on fait ce qu'on appelle un changement de variable, c'est-à-dire au lieu de travailler avec la variable t, eh bien, on va travailler avec une nouvelle variable qui s'appelle x. Donc on pose x est égal à phi de t. Et puis dans le programme de BCPST, généralement, ça on vous le donne. On vous dit poser x est égal à phi de t. Et donc quand vous faites ça, on fait automatiquement un petit tableau. C'est comme ce qu'on fait pour les sommes, pour les indices des sommes. Ici, on met tout ce qui concerne t, et ici, tout ce qui concerne x. Alors, t varie de alpha jusqu'à bêta, et puis là, il a son dt. Ici, le x, quand t prend la valeur alpha, x, qu'est-ce qu'il prend? Elle prend la valeur phi de alpha. C'est-à-dire, on applique la fonction phi sur alpha. Et puis après, quand x prend la valeur bêta,
ça prend phi de bêta. Et après, le dx, eh ben, ça va être phi prime de t multiplié par dt. Voilà. Donc, quand vous avez x est égal à phi de t, quand vous faites la différentielle de x, ça va être la dérivée de phi par rapport à t fois la différentielle de t. C'est bon? Et du coup, quand vous êtes comme ça, une fois que vous avez préparé tout ça, vous dites que ça, c'est la même chose que l'intégrale de phi de alpha à phi de bêta de f. Cette fois-ci, le t, vous le faites disparaître, ça va faire f de x fois dx. Et l'objectif, eh bien, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est d'avoir une intégrale plus simple à calculer que l'intégrale initiale. Alors, des fois, ça va dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on a une fonction qui est comme ça. Et là, des fois, on peut vous le dire et des fois, on peut le remarquer. Par exemple, sur l'intégrale que j'ai donnée dans le TD, c'était l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de t sur exponentielle de t plus exponentielle de 2t dt, par exemple dans celle-là, eh bien, ça saute aux yeux que le x va être exponentielle de t. Pourquoi? Parce que ici dans cette expression, on a fait la composition de deux fonctions. On a pris t, on a appliqué d'abord sur lui la fonction exponentielle, et puis sur le résultat, on a appliqué cette fonction qui a x associé 1 sur x plus x au carré. Et puis ça, ce qu'on a là, ça c'est phi prime de t dt. Voilà. Donc des fois, ça saute aux yeux. Mais quand ça ne saute pas aux yeux, on vous le dit. Le contrat, il est comme ça. Soit c'est quelque chose de flagrant, et puis on vous laisse le trouver. Soit c'est pas flagrant, et là on vous le dit. Et puis des fois, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire, on vous donne juste avec x, et c'est à vous de deviner, x va être égal phi de quoi. Mais là, généralement, on vous le dit, puisque là, c'est autant ici, dans ce sens-là, des fois c'est évident, autant que dans ce sens-là, c'est pas très évident. Et d'ailleurs, l'exemple que je vous ai donné, c'est celui de l'intégrale de 0 à 1 demi, de 1 sur racine de 1 moins x au carré de x. Là, on ne voit pas. Et donc, là, là, on est obligé de vous donner l'indication. On est obligé. Il est recommandé de donner l'indication, par exemple, que x est égal à cosinus de t ou x est égal à sinus de t. Là, on vous donne quand même. Oui. Justement, cet exemple dans le cours, je ne l'avais pas compris. Est-ce que vous pouvez le répéter? Ah ben, je vais l'expliquer. Il n'y a aucun problème, avec plaisir. Je peux effacer ça, c'est bon. Je commence l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur racine de 1 moins x au carré dx. Et donc ça, c'est donné, c'est x est égal à phi de t est égal à cosinus de t. D'accord? Et bien ce qu'on fait, on fait tout de suite notre petit tableau. Ici avec les valeurs de t et là avec les valeurs de x. Et bien ici de ce côté-là, le x va prendre les valeurs 0 et 1 demi. Alors ici, quel est le réel dont l'image par cosinus donne 0? Voilà, c'est-à-dire il faut trouver un nombre réel dont l'image par la fonction cosinus donne 0. Quel est le réel dont l'image par cosinus, dont le cosinus est égal à 0? Pi sur 2. Pi sur 2. Voilà. Pi sur 2. Et puis ici, quel est le nombre réel dont le cosinus est égal à 1 demi? Pi sur 3. Voilà, pi sur 3. Voilà. Donc déjà, on a les valeurs de t, ça va de pi sur 2 à pi sur 3. Et puis là j'aurai dt. Et puis là, le dx, c'est quoi? Eh bien, dx, il suffit de prendre ce que j'ai donné, ça fait phi prime de t fois dt. C'est-à-dire, c'est quoi la dérivée de cosinus? C'est
quoi la dérivée de cosinus de t? Moins sinus de t. Moins sinus de t, dt. Et donc, je m'écris moins sinus de t, dt. Est-ce que, oui, Mais du coup, c'est inversé. c'est inversé, oui, c'est inversé, oui. Oui, oui, puisque là, on va dans ce sens-là. Tout à l'heure, on allait dans ce sens, et là, on va dans ce sens-là. Et du coup, l'intégrale i va être égale. Donc, à la place de 0, qu'est-ce que je mets? Je mets pi sur 2. À la place de 1 demi, je mets p sur 3. Et puis là, 1 sur racine de 1 moins cosinus carré de t, puisque je remplace le x par cosinus. Et puis là, multiplié par moins sinus de t dt. Et c'est dommage, je l'ai effacé. Là, vous voyez la forme, l'intégrale de alpha à bêta de f de phi de t fois phi prime de t dt. Là, vous voyez que là, ça saute aux yeux. Donc, ça saute aux yeux que vous avez cette forme-là. OK? Puisque on prend t, on applique d'abord sur lui la fonction cosinus, donc c'est la fonction phi. Et puis sur ça, on applique la fonction f qui est ça. Et puis après, on multiplie ça par la dérivée fois dt. D'accord? Alors, ce qui va arriver, c'est que on a comme ça des fois des bonnes surprises dans la vie. On croit que c'est compliqué, on croit que c'est tout fermé, mais finalement, on a des belles surprises, puisque quand on le voit comme ça, on dit « Oh là là, c'est quoi cette intégrale? J'arriverai jamais à calculer ça. » Mais non, il ne faut pas paniquer. Tout simplement, la pi sur 2. Alors, à la rigueur, ce que je peux déjà faire, c'est que le moins, quand il y a un moins devant une intégrale, je peux inverser les bornes. Donc, ça fait l'intégrale de pi sur 3 à pi sur 2. Et là, le moins, je le fais disparaître. Ça va, tout le monde est d'accord avec ça. D'accord? Et puis là, ça va donner 1 sur... Tiens, 1 moins cosinus carré de t, c'est quoi ça? Ah ben oui, bien sûr, il faut connaître ces formules de trigonométrie. Si on ne les connaît pas, on est perdu. Là, on ne saura jamais faire. Mais si on connaît ces formules, eh bien, bien sûr, c'est racine de sinus carré de t fois sinus de t dt. Alors, racine de sinus carré de t, c'est quoi? Sinus t. Ah non. Dernière fois. Racine de x au carré, c'est quoi la racine de x au carré? C'est pas x, c'est valeur absolue de x. Donc normalement, ça va donner, oui, ça je sors du domaine, ça fait l'intégrale de pi sur 3 à pi sur 2 de 1 sur valeur absolue de sinus de t fois sinus de t dt. Alors là, on est un petit peu bloqué. On doit se débarrasser de cette valeur absolue. Alors pour se débarrasser de cette valeur absolue, qu'est-ce qu'on dit? On dit que de pi sur 3 à pi sur 2, le sinus il est toujours positif. Voilà. On va enlever la valeur absolue. Voilà, donc du coup, on dit que ça c'est égal à l'intégrale de pi sur 3 à pi sur 2 de 1 sur sinus de t fois sinus de t dt. Et pourquoi on a le droit de dire ça? Par contre, ça, il faut le justifier. Il faut dire, je vais mettre une étoile ici, car pour t appartenant à pi sur 3, pi sur 2, le sinus de t est strictement positif. Donc là, il n'y a pas de problème. Et du coup, eh ben, le monde est bien fait. Les sinus t se simplifient et on tombe sur quoi? On tombe sur l'intégrale la plus simple au monde. C'est-à-dire, je vais effacer ça. On tombe sur i qui est égal à l'intégrale de pi sur 3 à pi sur 2 de 1 fois dt. Et là, il n'y a pas plus simple que ça. La primitive de 1, c'est quoi la primitive de 1? C'est x, ou bien comme la variable ici c'est t, donc c'est t. Donc ça va donner t à prendre entre pi sur 3 et pi sur 2. Et ça fait pi sur 2 moins pi sur 3.
Et si mes souvenirs sont bons, ça va donner pi sur 6. Voilà, parce que là, on multiplie par 3, là, on multiplie par 2, et donc ça fait pi sur 6. Est-ce que ça, c'est bien compris? Ok? Pas de questions là-dessus? Alors, j'arrive. Comme tu as demandé des sommes, je vais te donner une, et enfin, je vais vous donner une, et puis vous allez essayer de voir, voilà. Si je vous dis 1 plus x plus x au carré, plus x à la puissance 3, plus x à la puissance 4, plus x à la puissance 5. Allez, calculez-moi cette somme. Ça, normalement, ce type de somme ne doit pas vous poser de problème. Voilà. Ouais. Alors, bien sûr, je précise que le x, bien sûr, est différent de 1. Ça, il faut le dire. Oui, bien sûr, le x est différent de 1. Oui. Pardon? Oui. Ou même avec x différent de 1, c'est facile aussi. Est-ce que tout le monde arrive? Oui. Est-ce que c'est ça? Eh bien, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là. Non, non, c'est. Moi, je ne peux. Ah là, je ne peux pas passer. Eh bien, non, c'est pas du jeu, c'est quoi ce L? Ah ben oui. Eh bien oui, tout simplement. Donc, tout simplement, il suffit de remplacer par sigma. Donc, ça fait sigma de k égale 0 jusqu'à 5 de x à la puissance k. Et là, ça nous fait penser à une somme de référence. Par contre, les sommes de référence, là, il faut les avoir sur les bouts de doigts. La somme des k, n plus 1 sur 2. La somme de x à la puissance k, je sais ce que ça donne. Le binôme de Newton, k parmi n fois ak, bn moins k. Oui, ça doit faire partie maintenant de votre culture mathématique générale. Voilà, on se lève le matin, on pense à ça, oui, c'est ça. Et puis voilà, le soir, on y pense, oui, c'est bien ça. Ça doit devenir une évidence. Mais tranquillement, je veux dire, sans force et doucement, en les manipulant, ça va venir. Donc là, ça va donner, comme x est différent de 1, ça va donner 1 moins x. Alors, dans la formule, il faut se dire la formule dans sa tête, ou bien même si vous ce que vous pouvez faire, c'est toujours les formules du cours, les écrire à côté, et puis les appliquer. Donc, qu'est-ce qu'il dit les formules de cours? Il dit, quand je vais de 0 jusqu'à n, je fais 1 moins x à la puissance n plus 1. Et le n ici, c'est quoi? C'est 5. Donc là, j'aurai 1 moins x à la puissance 5 plus 1, c'est-à-dire 6. Et puis sur 1 moins x. Et puis voilà. Ça peut servir. Je vous le dis, ce type de choses, ça peut servir. Quand on voit 1 plus un nombre, plus ce nombre au carré, plus ce nombre à la puissance 3, plus ce nombre à la puissance 4, on ne sait jamais. Sachez que c'est ça. Et pensez à ça. C'est-à-dire, n'essayez pas d'aller faire des calculs, je ne sais pas d'où ils viennent, mais pensez tout de suite à ça. Voilà. Je vais revenir sur la résolution. Résolution de cosinus x est égal à c avec c appartenant à moins 1. Voilà, je résous cette équation. Et bien tout simplement, la première chose qu'on fait, on cherche, donc ça c'est la première étape, on cherche alpha appartenant à
0 pi, c'est que cosinus de alpha est égal à c. On commence par chercher ça. Donc le alpha, on l'appelle, c'est arc cosinus de c. Voilà, on commence par... Après, je vais vous donner un exemple numérique précis. Et puis, une fois qu'on l'a trouvé, eh bien, l'équation qui est là devient équivalente à cosinus x est égal à cosinus de alpha. Et le alpha, il est dans 0 pi. Et donc, au niveau du cercle trigonométrique, voilà ce que ça va donner. Vous avez, ça va se passer dans ce domaine-là, ici. Voilà. Voilà. Et donc, le C, il est par exemple ici. Et donc, le C, le nombre dont le cosinus est égal à C, c'est celui-là, le alpha. D'accord? Et donc, je regarde quels sont les x qui ont le même cosinus que alpha. Donc, il y a soit le alpha lui-même plus 2kπ, soit je me trouve là, soit ce qui peut arriver, c'est que je peux me trouver là aussi, moins alpha. Et donc, ce que je dis, ça c'est équivalent à dire que x est égal soit alpha plus 2kπ, soit mon x se trouve là, et donc son cosinus c'est ça, soit le x se trouve de ce côté-là, ça veut dire moins alpha, et son cosinus, ça sera ce nombre-là aussi. Donc, où x est égal à moins alpha plus de k', avec k et k' appartenant à z. Est-ce que ça, tu l'as bien compris? Alors, je donne un exemple pour visualiser les choses. Est-ce que je peux faire effacer ça? Enfin, voilà. Et donc, toute l'astuce, c'est de trouver Et pour le trouver, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut connaître le tableau des valeurs trigonométriques. Ça, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, il faut les connaître. Parfait. Alors, je donne un exemple. Alors, exemple. Alors, cosinus x est égal à moins 1,5. Et bien, première chose à chercher, je fais mon cercle trigonométrique et je cherche dans ce domaine-là, entre 0 et pi, je cherche le nombre réel dont le cosinus est égal à moins 1,5. Donc déjà, ce nombre ne se trouve pas de ce côté-là, il n'est pas de ce côté-là. Il est nécessairement de ce côté-là pour que le cosinus soit négatif. Et donc là, je place le moins 1,5, il est là. Et là, quand je regarde, ça me ramène ça. C'est ça le alpha. C'est ça le alpha. Et donc le alpha qui est là, est-ce que tu connais sa valeur? 2 pi sur 3. 2 pi sur 3. Donc là, arc, je peux écrire que arc, alpha est égal à arc cosinus de moins 1,5 est égal à 2 pi sur 3. Et donc, du coup, cette équation E va être équivalente à cosinus x est égal à cosinus de 2 pi sur 3. Et donc, maintenant, je me dis quels sont les réels qui ont comme cosinus ce nombre-là. Et bien, soit ce réel se trouve là, ça veut dire qu'il est à 2 pi sur 3 plus un certain nombre de tours, soit il se trouve là, ici, moins alpha. Donc ça, c'est équivalent à dire que x est égal à 2 pi sur 3 plus 2kπ, ou x est égal à moins 2 pi sur 3 plus 2kπ. Oui. Le alpha, il est égal au x. Du coup, quand on écrit alpha égale arc cos, c'est comme si on écrit x égale arc cos. Ah non, le alpha, il est égal, c'est l'arc cosinus de ce nombre-là. Le x, il est à part. Nous, dans un premier temps, on regarde ce nombre-là et on va chercher dans 0 pi quel est le nombre réel dont le cosinus est égal à ce nombre-là. Et c'est celui-là, enfin, il est unique,
Ça s'appelle l'arc cosinus de ce nombre-là. Au départ, on ne fait pas attention à x. On se concentre sur ce nombre-là et on dit qu'il est le nombre qui se trouve dans 0pi et dont le cosinus est égal à ce nombre-là, à moins 1,5. Et donc, dès qu'on le trouve, c'est là on va écrire cosinus x est égal à ça. Et puis, voilà. C'est bon? Et du coup, les solutions, on les marque comment après? Et bien, comme ça, tu peux dire Ok. S est égal, si tu veux donner ça sous forme d'ensemble de solutions, tu dis c'est 2pi sur 3 plus 2kpi. Ça, c'est l'ensemble, 2pi sur 3 plus 2kpi. Et moins 2pi sur 3 plus 2k'pi avec k et k'pi appartenant à 2. Voilà. Et là, tu as toutes les solutions. Là, tu n'as oublié personne. Tu as donné toutes les solutions. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon? Ça va, Louis? Ça répond à ta question? Alors, quand j'ai commencé, on va faire la même chose pour le sinus. Comme ça. Et puis, vous en aurez besoin de ça. Pourquoi vous en aurez besoin? Parce que pour déterminer l'argument d'un nombre complexe, on connaît le cosinus, on connaît le sinus. Donc, on est obligé de faire cette recherche. Ça revient à résoudre des petites équations à chaque fois. Alors, je passe cette fois-ci au sinus. C'est bon? De toute façon, ça va rester pour l'éternité. Alors, sinus x est égal à petit s avec petit s appartenant à moins 1, 1. Alors, cette fois-ci, on oublie le x et on va se concentrer dans un premier temps sur le s. Et on va chercher d'abord ce s à l'écrire comme sinus de quelque chose. Et ce quelque chose, on ne va pas le chercher n'importe comment. On va comprendre plus tard pourquoi. On va le chercher dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Donc, ici, on cherche bêta appartenant à moins pi sur 2, pi sur 2, tel que sinus de bêta est égal à S. Donc le bêta, il s'appelle ici arc sinus de S. Et bien, tout simplement, on fait le dessin. Alors pourquoi pour le cosinus, on cherche sur 0pi et pour le sinus, on cherche sur moins pi sur 2, pi sur 2? Puisque le cosinus, il se trouve là. Le cosinus, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, quand je vais de moins 1 à 1, vous voyez en même temps sur le cercle, je parcours cette partie-là. Donc, c'est pour ça que je cherche sur 0pi. Par contre, pour le sinus se trouve sur l'axe vertical. Et donc, quand je pars à moins 1, là, je me trouve à moins pi sur 2. Et puis après, je monte, et je vais jusqu'à pi sur 2. C'est pour ça, ces intervalles, on ne les a pas choisis comme ça au hasard. Parce que il y a une relation, enfin, on va le voir plus tard, il y a ce qu'on appelle une bijection entre les deux intervalles, entre moins 1, 1 et puis, moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, on cherche ça. Et du coup, l'équation E va être équivalente à sinus x est égal à sinus bêta. Alors, le S, il est là, par exemple, c'est ça le S, et ça c'est le nombre. Et donc, du coup, le sinus doit se trouver là. Donc le bêta, il est là. Le bêta, il est bien là. D'accord? Et donc, moi, je cherche tous les nombres qui ont pour sinus ce nombre-là. Eh bien, on voit soit si un nombre a le même sinus que celui-là, ça veut dire soit il va se trouver ici, plus toujours de k'pi, soit l'autre possibilité, il se trouve là. Et ça, c'est quoi comme position par rapport à bêta, Louise? Celui-là. Non, c'est l'opposé, il est de ce côté-là. Mais c'est le même. Non, c'est... Regarde, voilà, je vais mimer quelque chose. Le bêta, il est comme ça. Les autres ne répondaient pas. C'est la question de Louise, c'est Louise qui répond. Donc, regarde, je vais mimer quelque chose. Je pars là de 0. Je fais comme ça. C'est ce que j'ai fait là, Louise.
pi. Et puis après, je recule en arrière jusque là. Ah, c'est pi moins bêta. Voilà. Il faut pas regarder les choses comme ça, il faut mettre le doigt, toucher, faire bouger les choses, et comme ça on comprend. Je dis, je veux aller là, donc je pars d'ici, hop, je fais comme ça, donc ça fait pi et moins bêta. Donc tout simplement, sinus x est égal à sinus bêta, si seulement si, soit x est égal à bêta plus 2k pi, ça c'est la première possibilité, ou x est égal, donc l'autre possibilité, c'est pi moins bêta plus 2k prime. Voilà. Allez, je donne un petit exemple peut-être. On va voir si ce sont des questions. Bon, enfin, ça quand même, vous allez l'utiliser pas mal. Enfin, ça sert pour les complexes. Donc k prime appartenant à 2. Alors, un petit exemple rapidement. Sinus x est égal à 1 sur racine de 2. Celui-là, oui, il est bien. Alors, on cherche bêta tel que sinus bêta est égal à 1 sur racine de 2. Est-ce que vous connaissez un bêta dont le sinus est égal à 1 sur racine de 2? Pi sur 4. Pi sur 4. Voilà. On a bêta est égal à pi sur 4. Voilà. Et donc, allez, je vais utiliser. Donc, E est équivalent à sinus x est égal à sinus pi sur 4. Et donc ça, c'est équivalent à dire que x est égal à pi sur 4 plus 2k pi, ou x est égal à pi moins pi sur 4 plus 2k prime. Alors, ça, c'est équivalent à dire que x est égal à pi sur 4 plus 2k pi, ou x est égal, donc quand je fais pi moins pi sur 4, ça va donner quoi? Ça va donner, oui, 3 pi sur 4, puisque là, pi c'est 4 pi sur 4, moins pi sur 4, donc ça va donner 3 pi sur 4 plus 2k prime. Voilà. Ça répond à ta question, ça te... Oui, et ça, il faut le maîtriser, puisque quand on fait des nombres complexes, quand on cherche un argument, des choses comme ça, eh ben, à un moment donné, on est obligé, on a cosinus x égale à telle valeur, sinus x est à quelle valeur, donc il faut faire la résolution de l'équation et trouver les solutions qui vont bien. Tu peux arrêter. Oui. C'est juste. Comme ça va rester ici pour l'éternité. C'est bon? Oui. Alors, supposons un jour, vous tombez sur un nombre complexe, on vous demande de le mettre sous forme exponentielle, vous avez travaillé, et puis vous dites, tiens, j'arrive à moins 3 exponentielle i 5 pi sur 6. Alors ça, c'est pas encore la forme exponentielle, même s'il y a l'exponentielle, c'est pas la forme exponentielle. Pourquoi? Parce que pour la forme exponentielle, il faut que le module soit un nombre strictement positif. Et donc, je ne sais pas si vous avez retenu ce que j'ai dit ce matin. J'aimerais bien quelqu'un d'autre. Qui, tu te rappelles comment on fait pour supprimer le moins 1, le moins? Ça veut dire ça, je peux l'écrire sous la forme moins 1, multiplié par exponentielle, moins multiplié par 3, exponentielle i5 pi sur 6. Est-ce que tu te rappelles l'astuce qu'il faut utiliser pour faire disparaître ce moins 1? 1 c'est E de moins I moins E de non E Donc moins 1 est égal à quoi? Parfois on peut le remplacer par moins 1. Alix, tu te rappelles? Non? Oui. E, I, pi.
Qui, C'est pas la même Alice, astuce. parce que je dis ça là, contre les négatifs. Moins 1, c'est exponentielle pi. Voilà. Baptiste, tu te rappelles de ça? Oui, voilà. Et donc là, il faut dire que ça, c'est égal à exponentielle pi multiplié par 3 exponentielle pi 5 sur 6. Et donc, soit v est égal à 3 exponentielle. Alors, pi plus 5 pi sur 6, ça va donner quoi ça? Allez, Louise, un petit peu de calcul mental. Pi plus 5 pi sur 6. Allez, allez, allez. 12 sur 6. 11 pi sur 6. Oh, ah oui, non, oui, effectivement. Voilà. Et ça c'est une vraie forme exponentielle parce que vous avez le module qu'on voit bien qui est strictement positif et je vois exponentielle, voilà. Et là, un argument de z, ça serait 11 pi sur 6 et non pas 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, ce n'est pas un argument. Le vrai argument enfin, de ce nombre-là, c'est 11 pi sur 6. C'est bon? Bon, ben,